Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Excuse-moi, t'as pas l'impression que ça manque un peu d'originalité? Comment ça manque d'originalité? Bah non, mais je veux dire, il n'y a pas d'interaction avec eux, d'univers. Bah... Ok, bon, va-t'en, Ok. c'est mieux, je pense qu'ils sont d'accord. Ok, je m'en vais. Merci. Tu ne remarques rien? Ou plutôt, ne remarques-tu pas l'absence de ce que tu devrais remarquer? Salut à tous et bienvenue à bord de ce nouveau vol 005 en direction d'une vidéo un petit peu différente. Cette fois-ci, je ne vais pas traiter d'un sujet spécial, mais j'avais envie de faire un petit top des anecdotes en fait, de l'histoire, de grandes marques que l'on connaît, etc. Voilà, des petits trucs sympas, marrants, voire loufoques parfois, voilà, qui peuvent nous intéresser tous et qui franchement parfois sont quand même assez étonnantes. Je précise que je me suis inspiré de l'application Se coucher moins bête. Bah, ça vient pas vraiment de moi, mais j'ai essayé d'en sélectionner certaines que je trouvais intéressantes et plutôt sympas. Et donc voilà, c'est pas, en même temps, on peut pas non plus inventer des éléments de l'histoire. Et mon rôle là, c'est de les partager et de rigoler un petit peu avec vous. Numéro 1, saviez-vous que malgré le fait que les Kinder sont franchement super bons et que beaucoup d'entre nous aiment manger ces petites choses, saviez-vous que les Kinder Surprise sont interdits aux États-Unis? Il est interdit d'importer des Kinder Surprise sur le territoire américain, sous peine d'une amende de 300$, et pour une raison assez loufoque, c'est que les petits jouets qui sont dans le Kinder Surprise sont considérés comme particulièrement dangereux pour les enfants en cas d'ingestion, et donc ils sont formellement interdits. Voilà, quand on sait qu'on est autorisé aux États-Unis à posséder des armes, voilà, on se dit que cette règle est quand même un peu spéciale. Deuxième, saviez-vous qu'une simple recherche sur Google représente plus de puissance de données analytiques informatiques que l'ensemble des missions Apollo? Sachant qu'il y a quand même eu 17 missions étalées sur 11 ans, et on sait ce que représente la recherche spatiale et envoyer des hommes, des fusées, des satellites, etc. Dans l'espace, on comprend pourquoi aujourd'hui on a fait d'énormes progrès sur les capacités de calcul et de stockage en informatique par rapport à il y a encore 20, 30, 40, 50 ans. Troisième, le dollar américain qu'on connaît aujourd'hui est en fait une monnaie qui date du Moyen-Âge et plus particulièrement qui vient d'Europe, et cette monnaie s'appelait à la base le thaler, T-H-A-L-E-R. Au XVe siècle, au Moyen-Âge donc, on découvrit dans la ville de Joachimsthaler en République tchèque une mine d'or. Et cette mine d'or permit donc de créer énormément de monnaie. Elle se répandit dans le monde entier grâce notamment à la riche famille de bourgeois, les Habsbourg. En Amérique latine, elle prit le nom de dollar, D-O-L-A-R, et fut ensuite reprise au moment de l'indépendance des États-Unis sous le nom de dollar, D-O-2-L-A-R, que l'on connaît aujourd'hui. Quatrième, aujourd'hui on a tendance à beaucoup développer l'idée que les guerres futures seront des guerres bactériologiques. Eh bien figurez-vous que l'utilisation d'armes chimiques, au sens premier du terme, ne date pas d'aujourd'hui. Dès l'Antiquité, durant les conflits, les guerres, on catapultait des cadavres chez l'ennemi, notamment dans les points d'eau, pour contaminer l'eau et affaiblir donc les ennemis. Au Moyen-Âge, lors des assauts de châteaux forts, il n'était donc pas rare de catapulter des cadavres morts de la peste et de répandre le mal au sein directement de la forteresse que l'on voulait conquérir. 5. Depuis le XXe siècle, un code que l'on appelle le code Voynich intrigue bon nombre de scientifiques. Ce document, qui date du Moyen-Âge, comprend en fait un ensemble de caractères d'un alphabet que l'on ne connaît pas et que l'on n'arrive absolument pas à déchiffrer même après des centaines d'années, des siècles. Il fait 234 pages et comporte 5 parties qu'aucun ordinateur à ce jour, donc ni même aucun humain, n'a réussi à déchiffrer, et donc ça reste un total mystère. Là peuvent arriver donc, on avait parlé en conclusion de la dernière vidéo, les petites théories du complot, est-ce que c'est un langage extraterrestre? Voilà, mais disons qu'en fait, il n'y a pas une logique certaine dans ces écrits qui permet de rapidement déchiffrer, de trouver une clé de déchiffrage de ce texte. Sixième anecdote, celle-ci elle est assez connue parce que bon, elle fait quand même partie des chapitres clés de la résolution
de certaines énigmes liées à la Seconde Guerre mondiale. Le 3 février 1972, en Bolivie, un journaliste français obtint une interview de Klaus Hartmann, que l'on donc supposait être Klaus Barbie, un des acteurs majeurs des atroces massacres qu'il y a eu durant la Seconde Guerre mondiale dans le camp nazi. Pour confondre le suspect, le journaliste français a eu une démarche assez intéressante en fait. Il lui a posé une question en français, langue que donc Klaus Hartmann n'était pas censé connaître. Et cet homme lui a répondu directement en comprenant parfaitement en fait la question, ce qui prouve qu'il parlait français et donc il avait été mêlé à cette époque-là en Europe dans ce conflit. Ensuite, pour en être certain, on lui avait tendu une photo que le suspect avait prise dans ses mains et donc ça avait permis de laisser une empreinte digitale dessus et on avait pu ensuite faire des analyses et prouver qu'il s'agissait bien de l'homme que l'on recherchait, Klaus Barbie. 7e anecdote, il existe un cimetière pour les engins spatiaux. Comme on pourrait l'imaginer pour un cimetière normal, on regroupe dans un même endroit des objets qui sont destinés à la casse, voilà, qui ne fonctionnent plus, qui ont dépassé leur espérance de vie ou qui sont has-been quelque part. Et cet endroit, il se trouve en plein milieu de l'océan Pacifique. En fait, à un endroit de l'océan, loin de toute terre, les agences spatiales téléguident donc directement ces engins au beau milieu donc de l'océan, zone dans laquelle se trouvent déjà plus de 290 objets spatiaux, notamment la station spatiale russe Mir. Ces objets reposent à une profondeur d'environ 4000 mètres, ce qui représente quand même une belle profondeur. En comparaison, le Titanic, l'épave du Titanic a été retrouvée à une profondeur de environ 3800 mètres. Quand on sait que passé 100 mètres déjà, il n'y reste plus que entre 1 et 5% de la luminosité du soleil, et en dessous il fait noir, il fait près de 0 degré et la pression augmente de 10 atmosphères tous les 100 mètres si je dis pas de bêtises. 8e anecdote pour les amateurs de cinéma, le film Le Bon, la Brute et le Truand, un des plus grands... Oh incroyable, il y a un petit papillon de nuit qui s'est posé sur la lumière. Cette période de l'année, c'est étonnant. Donc, Le Bon, la Brute et le Truand est un des plus grands westerns de Sergio Leone. Et durant ce film, Eli Wallace, un des autres acteurs en compagnie donc de Clint Eastwood, le grand Clint Eastwood, je dis pas qu'Eli Wallace n'est pas grand, eh bien cet acteur-là, il a frôlé la mort plusieurs fois durant le tournage. Il a été empoisonné après avoir bu accidentellement de l'acide, il a failli être décapité par un train, et il a failli être réduit en charpie après une explosion qui s'est avérée être plus puissante que ce que les artificiers avaient initialement programmé. En fait, si les acteurs s'étaient mis exactement à l'endroit où Sergio Leone voulait qu'ils se trouvent, probablement qu'il ne serait plus de ce monde pour parler avec nous de ce merveilleux film qui a marqué bon nombre d'esprits. Aujourd'hui, cet acteur, Eli Wallace, a sorti un livre dans lequel notamment il explique que Sergio Leone a parfois tendance à un petit peu mettre de côté la sécurité de ses acteurs. 9e anecdote, saviez-vous pourquoi la colle, qu'on appelle la colle superglue, colle aussi bien aux doigts? Eh ben je n'ai pas la réponse à cette question. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'est pas étonnant en fait qu'elle colle bien aux doigts, et d'ailleurs on l'avait remarqué il y a bien longtemps, parce qu'en fait l'armée américaine l'utilisait, cette colle, pour refermer les blessures modérées des soldats, parce que justement elle avait ce pouvoir de bien accrocher la peau. Et donc pour des questions de praticité sur les champs de bataille, il n'était pas rare d'utiliser ces colles comme geste de premier secours pour soigner les blessures. Si cette colle dite cyanolite a été créée accidentellement dans un laboratoire américain de Kodak en 1942 à la demande de l'US Army, qui voulait développer un nouveau matériau pour les lunettes de visée d'armes de précision, ce n'est que plus tard, notamment à partir de la guerre du Vietnam, qu'elle fut utilisée par l'armée conditionnée en spray pour justement refermer les plaies des blessés en attendant une hospitalisation. Je précise cependant qu'il n'est pas recommandé de tenter, on sait que ça peut faire très mal, que c'est pas évident de la retirer et que c'est pas du tout la solution pour régler des problèmes liés à des entailles, à des ouvertures, etc. Il vaut mieux faire confiance à la médecine traditionnelle et aux bons points de suture qui sont certes un peu moches, mais qui font largement l'affaire, qui ne risquent pas de créer des infections, et évidemment qui après s'en vont progressivement d'eux-mêmes. C'était peut-être sur les champs de bataille une solution utile, mais vaut mieux pas le faire chez soi. 10e anecdote, celle-ci elle me plaît vraiment beaucoup parce que c'est compliqué d'imaginer ce que ça représente. Claude Shannon, un mathématicien américain, a réussi à calculer le nombre approximatif de parties d'échecs différentes possibles avec les
les multiples coups que chaque joueur peut faire avec tous les pions sur chaque case, etc. Et il est arrivé au résultat suivant, il y a environ 10 puissance 120 possibilités de parties d'échecs. Et pour comparer avec une donnée que l'on connaît aussi de manière approximative, mais qui fait vraiment réfléchir, on estime qu'il y a dans tout l'univers environ 10 puissance 80 atomes. Quand on sait ce que représente la taille d'un atome, quand on sait le nombre d'atomes qu'il y a ne serait-ce que dans cette main, là on parle de l'univers tout entier, et il n'y a que 10 puissance 80 comparé aux 10 puissance 120 parties d'échecs. Et à ceux qui considèrent donc qu'on s'ennuie un peu quand on joue aux échecs et que c'est tout le temps la même chose, bah notez bien ce chiffre et vous verrez que c'est rarement la même partie à chaque fois. 11e anecdote, et celle-ci je crois que c'est ma préférée. Il y a ce qu'on appelle aux États-Unis, par rapport à la présidence américaine, une malédiction qui s'appelle la malédiction de Tecumseh. Et qu'est-ce qu'elle dit cette malédiction? Elle dit que tous les présidents américains qui sont élus donc durant un mandat au moment d'une année se terminant par un 0, entre 1840 et 1960, donc pendant quand même 120 ans, par exemple Kennedy en 1960, eh bien tous ces présidents meurent durant l'exercice de leurs fonctions avant d'avoir terminé leur mandat. Alors, on rappelle que les présidents américains sont élus tous les 4 ans, et que donc les présidents américains sont élus par une année commençant par un 0 tous les 20 ans. En fait, c'est Ronald Reagan qui va briser cette malédiction, donc lors de ses 2 mandats, qui commencent en 80, 84, 88, Reagan va subir un attentat, mais il va s'en sortir, malgré quelques blessures. Et pour comprendre cette malédiction, il faut remonter en 1811, lorsque William Henry Harrison, qui était alors gouverneur, soudoie des Amérindiens dans la lutte qui les oppose, donc qui oppose les Américains aux communautés indiennes dans la conquête de l'Ouest. En fait, Harrison, avec ses petites magouilles, va réussir à affaiblir les Amérindiens, même à imposer une forme d'alcoolisme au sein de leur communauté, ce qui va donc les affaiblir durant les différents conflits. Et après donc la victoire lors de la bataille de Tippecanoe, Harrison va réussir à l'emporter également dans le village de Tecumseh, et ensuite durant des batailles de la guerre anglo-américaine de 1812. Donc en fait, Tecumseh, que l'on appelait le prophète, qui était le chef de ces tribus indigènes, aurait prononcé à l'encontre de Harrison et ensuite pour l'ensemble des résidents de la Maison Blanche qui le suivront, cette malédiction, qui s'est donc avérée être véridique dans les événements qui ont suivi. Et chaque président, donc à partir de 1840, est décédé durant l'exercice de ses fonctions. On n'oublie pas donc que Joe Biden a été élu cette année, en 2020. 2020 se termine par un 0. Normalement, la malédiction est terminée depuis Ronald Reagan. Ah, sacré Hubert! Toujours le mot pour rire. Oui, je connais cette théorie, oui. Shut up. Kiss my ass. D'accord, faisons comme ça. Voilà, je vais m'arrêter là aujourd'hui pour ces petites anecdotes, on pourrait en trouver bien d'autres, mais bon, le but c'est pas non plus de faire une vidéo trop longue, et pourquoi pas en faire d'autres à l'avenir sur ce même sujet. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez appris quelques petits trucs. Encore une fois, c'est des mini-anecdotes, hein. Je développe pas énormément, mais c'est toujours bien d'apprendre ces petits détails de l'histoire. Et donc voilà, je referai peut-être un concept similaire à l'occasion pour d'autres anecdotes sur d'autres époques ou autres. Maintenant que ça c'est dit, petit outro aussi original que l'intro de tout à l'heure, au revoir.